Bien, bonjour à toutes et à tous. Si les derniers arrivants peuvent s'installer, nous allons pouvoir commencer. Nous avons déjà pris quelques minutes de retard, mais rien de très très grave. Je pense qu'on devrait s'en remettre, mais il va falloir que l'on commence. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et c'est pour moi un grand plaisir, un honneur de vous accueillir ici au Sénat pour ce colloque sur la haie. Un colloque que j'organise avec mon collègue Jean-Claude Tissot, ici présent, sénateur de la Loire, et qui aura la redoutable tâche de devoir conclure ce colloque. Mais je compte bien entendu sur lui. Nous vous avons préparé un programme copieux et très riche, je l'espère. Et je voudrais en préalable déjà remercier les chevilles ouvrières de ce colloque que sont mes deux collaborateurs, Fanny Dupéret. Je ne sais pas où elle est cachée, mais elle doit encore être en train de s'activer quelque part, ça ne m'étonne pas. Et Romain Poujol, ici présent. Ils n'ont pas ménagé leur peine pour construire ce programme, et ils l'ont fait vraiment avec passion, tout simplement parce que, et je pense qu'ici nous sommes tous convaincus, la haie passionne. Je vous remercie donc sincèrement d'être ici aujourd'hui, parce que lorsque nous avions fixé la date de ce colloque, il y a déjà plusieurs mois, nous étions loin de penser que la France agricole en particulier, serait aujourd'hui en ébullition. Nous sommes donc pour la journée ensemble ici au Sénat dans une atmosphère feutrée, sereine, loin du tumulte extérieur. Mais je pense que ce que nous allons faire ce matin n'est pas sans lien et loin s'en faut avec cette problématique, cette crise agricole, parce que la haie bocagère n'est certainement pas la solution, le remède à tous les maux du monde agricole, mais elle fait partie de la solution et je pense qu'elle est loin d'être négligeable. En particulier, ici, nous sommes nombreux à être convaincus, et moi personnellement, que la haie peut être un outil de diversification du revenu agricole par à la fois sa production de biomasse, en bois énergie, mais aussi en bois d'œuvre, par également les aides pour les services environnementaux qu'elle apporte. Les initiatives sont déjà assez présentes dans les différents territoires et nous en aurons des exemples aujourd'hui. Mais nous avons besoin d'accélérer, vraiment de massifier ces politiques. La haie est un sujet qui nous emmène, un sujet aux multiples facettes, aux nombreux atouts. Pour ma part, je ne vais pas faire ma biographie, mais je suis né dans un pays de bocage, en Bretagne. Mes grands-parents et maternels étaient des petits agriculteurs, amour de Bretagne, très petite ferme à l'époque, mais ça date déjà un peu. 4 vaches, 2 bœufs, une petite ferme au sommet d'une colline, et entre la ferme et la plus proche route qui était à 300 mètres, il y avait 7 haies bocagères perpendiculaires à la pente. Dans les années 70, un remembrement a été programmé. En 1972, les bulldozers sont entrés en activité et la plupart des haies ont disparu. Et les quelques arbres et les quelques restes de haies qui étaient encore présents ont fini par eux aussi être abattus dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, si mes grands-parents revenaient, ils ne reconnaîtraient plus le paysage. Il a été totalement transformé. Alors pour moi, nulle idée d'enjoliver un passé avec un âge d'or qui aurait existé. Non, il n'a pas existé. Mais il faut constater là où on en est aujourd'hui. Dans les années 70, on a adapté la ville à la voiture et on a adapté la campagne à la mécanisation, aux tracteurs et pas que. Donc tout cela est le résultat de politiques publiques qui ont été incitatives et qui ont amené les agriculteurs, eh bien, peu à peu, à éliminer les haies qui sont devenues pour eux des synonymes de coûts en temps et de coûts en argent.
On n'est pas arrivé là par hasard. Pourquoi parler de la haie aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes face à de terribles défis. Vous les connaissez aussi bien que moi. Le réchauffement climatique, avec tous ces aléas, canicules, sécheresses, inondations, tempêtes. D'autres défis que sont les pollutions diffuses, l'effondrement de la biodiversité qui risque, lui, de nous coûter également très très cher dans les années à venir. Et je pense que dans ce contexte-là, devant ces formidables défis, la haie est un élément vraiment incontournable. La haie, c'est tout cela, mais pas que cela. C'est également un patrimoine. Je ne vais pas dire un patrimoine immatériel, même s'il peut être immatériel quand il se transpose dans des chansons. En 1977, un chanteur breton qui s'appelle Gilles Servat, peut-être quelques-uns le connaissent, avait écrit une chanson qui s'appelait « Madame la colline ». Je vais d'ailleurs vous en citer un couplet et puis le refrain. Et ce couplet disait « C'est notre histoire que nous gravions dans les sillons de nos cultures. Chaque chant portait par son nom témoignage de notre culture. Les noms et les mots, on les rase. Les chants reçoivent un numéro. Pour notre histoire et pour nos phrases, le numéro, c'est le 0. » Et le refrain disait « Et l'eau s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le seau sur le fond du puits. » Je pense que c'était, non pas prémonitoire, mais déjà une réalité en 1977, et que cela n'a fait que s'aggraver depuis. Donc, la haie construit notre imaginaire, et dans les années qui viennent, je souhaiterais franchement qu'elle construise notre transition agroécologique. J'étais lundi dernier dans les Côtes-d'Armor, où je me suis enrichi auprès de spécialistes sur la gestion durable de la haie. J'en avais déjà quelques notions, mais j'ai vraiment approfondi et compris que la haie n'était pas une culture comme une autre, et que la haie nécessitait une vraie gestion durable pour qu'elle apporte vraiment ses services écosystémiques. Ce n'est pas une rangée de maïs en plus. Cette haie, elle doit vraiment être gérée pour qu'elle produise aussi, parce qu'on en veut une production de biomasse. On en veut aussi un corridor pour la biodiversité. Et bien la conduire dans les premières années de sa vie, c'est une question de survie de la haie, et c'est aussi un gage d'entretien facile dans les années qui suivent. Donc c'est pour cela que je pense qu'on parlera beaucoup de la gestion de la haie aujourd'hui, parce qu'on a des politiques qui nous parlent beaucoup de replantation, mais planter n'est pas suffisant. Il faut déjà restaurer l'existant, les 450 000 kilomètres qui existent. Et lorsque l'on replante, eh bien, il faut s'engager sur la durée, parce que la haie, ce n'est pas une culture comme une autre, c'est une culture qui nous engage sur les décennies. Ici, de nombreux acteurs, de nombreux secteurs sont présents, agriculteurs, énergéticiens, chasseurs, associations environnementales, collectivités. La haie rassemble au-delà des couleurs politiques. Elle est un objet de rencontre et de convergence. Je pense que c'est une maille à l'échelle humaine. La haie sépare, mais surtout, je pense qu'elle relie. Et je suis persuadé qu'ici au Sénat, on peut arriver sur des points de rapprochement avec une vision assez transpartisane de la haie. Et j'espère bien que dans les mois qui viennent, nous pourrons le prouver. Donc je suis maintenant ravi de laisser la parole à Laurent Somon, mon collègue sénateur de la Somme, que je remercie d'être présent aujourd'hui. Et à toutes et à tous, je nous souhaite une belle journée, riche d'échanges. Et je laisse la parole à Laurent. Merci. Plus grand que moi. Bien, merci, bonjour à tous et toutes. Très heureux d'être parmi vous pour ce colloque sur la haie. Quand Daniel m'a proposé d'y participer, j'ai tout de suite dit oui.
à la fois d'abord pour savoir ce qu'il voulait que je raconte, mais pas tellement me donner mon discours, mais en tout cas pour vous témoigner d'une conviction et vous l'illustrer par les réalisations au cours d'un parcours d'élu. Alors s'il a parlé chansons, je vais parler poésie, c'est un peu mon dada. Dans le recueil Sagesse de 1881, Paul Verlaine écrivait cette belle poésie qui s'appelle « L'échelonnement des haies ». L'échelonnement des haies moutonne à l'infini, mer claire dans le brouillard clair qui sent bon les jeunes baies. Des arbres et des moulins sont légers sur le vert tendre où vient s'ébattre et s'étendre l'agilité des poulains. Dans le vague d'un dimanche, voici se jouer aussi de grandes brebis aussi douces que leur laine blanche, tout à l'heure déferler l'onde, rouler en volutes de cloches comme des flûtes, dans le ciel comme du lait. Dans le texte, toute la poésie que j'aime, l'évocation de la ruralité à laquelle je suis très attaché et où j'ai exercé mon métier et mes mandats, l'agriculture, les animaux que je soignais et même par le vocabulaire, l'eau dont nous reparlerons. Que l'on soit particulier, agriculteur, élu, promeneur, chasseur, la haie est un symbole de la campagne et des vertus de l'une et de l'autre. L'une comme l'autre ont été dans ma vie d'élu des constantes d'intérêt, de défense et de renouvellement. Je ne vous parlerai pas science, ni de politique européenne, mais simplement l'engagement en faveur de la replantation ou de la préservation des haies. Tout d'abord, en tant qu'élu municipal et ayant engagé en 2001, date de mon élection, un PLU, j'ai souhaité que figure dans le PLU de la commune, Bernaville, je vous y invite, le classement des haies afin de pourvoir à leur conservation. Il existe donc bien des outils pour préserver nos haies, à l'intérieur comme à l'extérieur des limites urbaines d'ailleurs. Avec le conseil municipal, nous avons ensuite rétabli le chemin du Tour de Ville qui nous a permis un circuit de 7 km, c'était d'ailleurs notre première réalisation, en le délimitant avec la reconstitution d'un linéaire de haies d'essences variées et locales dont les espèces étaient listées dans notre règlement, ayant soin aussi bien sûr de proscrire les essences qu'on a souvent appelées, qui étaient occlusives, qu'on appelle le béton vert. Sur une longue partie, avec l'Union syndicale des apiculteurs picards, nous avons replanté des tilleuls mellifères, ayant plusieurs apiculteurs sur la commune. Hier, c'est vrai qu'avec une dizaine d'exploitations agricoles et de l'élevage, nous avons essayé de sensibiliser le monde agricole à la préservation et à la replantation des haies, notamment sur les pâturages qui encerclaient le village. Mais cette perte de l'élevage a fait disparaître de nombreuses prairies, quoique, à ce jour, nous avons réussi à en préserver une grande partie. Devenu président du conseil départemental en 2015, j'ai souhaité en 2019 donner une accélération à la plantation des haies le long de nos routes départementales. C'est ainsi qu'en 2019, dans le DOB et au budget primitif 2020, nous avons alloué 800 000 €, ce qui n'était pas anodin, pour replanter les haies le long des routes départementales. Et puis au budget primitif 2021, mon successeur y a rajouté 1,2 million d'euros pour 3 ans. L'intérêt mesuré à cette disposition, déjà engagée à une échelle locale par les sociétés locales de chasseurs, ne l'oublions pas, j'y ai vu 5 intérêts et un 6e plus bucolique. Le premier, c'était de reprendre le domaine public. En tant que président de département, de sécuriser et l'assainissement pluvial de nos routes départementales, il était important de reprendre possession, j'allais dire, des bas-côtés qui étaient parfois un petit peu empiétés. La deuxième, c'était bien sûr la préservation de la biodiversité. La troisième, c'était la participation à la viabilité hivernale. On s'était aperçu que quand la DIR, en l'occurrence, mettait des filets anti-congères, il n'y avait plus de neige. Je m'étais dit qu'en plantant des haies, ça serait encore plus efficace et moins plastifié. Quatrièmement, la lutte contre l'érosion des sols, les inondations et les coulées de boue que nous avons particulièrement connues dès 2021 dans le département de la Somme. Et puis cinquièmement, la possibilité de développer une filière bois, comme tu l'as dit, pour laquelle j'avais pris d'ailleurs des contacts avec des entreprises pour étudier la faisabilité de la récupération de cette biomasse à des fins énergétiques, en l'occurrence pour la fabrication des pellets. Et puis bien sûr un 6e intérêt, tu l'as dit à travers la chanson, à savoir la beauté de nos paysages, dans un territoire marqué par une agriculture, dans la Somme très portée sur des cultures céréalières, le maïs, la betterave, sur des open fields qui ont été largement remembrés. Bien sûr, tout le monde pense au Santerre dès lors qu'on parle de la Somme. On pense à la baie de Somme à l'ouest, mais on pense au Santerre dans l'est, avec ces grandes open fields, dont on voit aujourd'hui que beaucoup de jeunes agriculteurs ont pris l'initiative de replanter pour séparer les parcelles et surtout éviter l'assèchement par les vents et l'érosion et la perte des terres arables, des terres les meilleures, et bien de replanter des haies le long de leurs parcelles.
Le département poursuit aujourd'hui cette politique couplée avec un fauchage raisonné, une valorisation des belvédères, une politique bien sûr des espaces naturels sensibles, très volontariste, qui permet de préserver un département dont on peut dire que pour la Somme, il est vert et vertueux. La trame verte et bleue est symbolisée d'ailleurs par notre fleuve éponyme du nom du département, la Somme. Dans le même temps, la région Hauts-de-France a lancé donc le 19 avril 2020 un large plan, dans le cadre de sa stratégie REF 3, un plan arbre mobilisant les collectivités locales, les opérateurs publics, lycées, associations, maisons familiales et rurales, en faveur du reboisement du territoire avec des aides qui peuvent aller jusqu'à 90% dans la limite de 10 € par arbre, par exemple. Il y a aussi, bien sûr, la Chambre d'agriculture avec qui nous avions des relations très particulières avec le département, qui a été aussi mobilisé et qui a, à travers le plan de relance en particulier, et encore aujourd'hui au travers, bien sûr, les MAE, permis, en ce que dans les années 2020 à 2023, plus de 55 km de haies aient été restaurés. Dans ces objectifs, outre ceux déjà cités, il faut bien sûr aussi ajouter le rôle de stockage du carbone. Je ne ferai pas de science. Et donc, pour conclure et faire le lien avec l'activité ici ou en Hollande, et aux conclusions surprenantes de notre Cour des comptes, la préservation des haies et des prairies passe par le soutien à notre élevage, dont la biomasse sera utile, et notamment, je sais que ça fera plaisir à Daniel, pour l'apport en amendement organique. Et à la biomasse des lombrics, car sachez bien sûr, enfin je pense que les spécialistes le savent beaucoup mieux que moi, mais en tous les cas que la biomasse en lombric est la plus forte dans les prairies, qu'elle ne l'est et dans les jardins ou dans les forêts. En tout cas, il faut y faire très attention, sachant bien sûr que cette crainte d'avoir insuffisamment de biomasse, notamment pour l'élevage, les cultures biologiques, selon une étude AND et CRS Press, qui pointe la fragilité effectivement de l'équilibre entre les besoins de fertilisants et les apports disponibles à cause du recul du cheptel bovin, sachant qu'on n'a pas le droit d'épandre les résidus industriels, enfin de l'élevage industriel, qu'il soit poulet ou porc. Donc, comme mon collègue Daniel, je ne suis pas nostalgique du passé, mais bien optimiste pour notre avenir, à condition de retrouver cette sagesse, à l'image de ce que disait le président Pompidou en juillet 1970 à propos de l'arbre, et peut-être à ce moment-là que l'être, je souhaite en tout cas que l'être à la campagne retrouve ses charmes. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Laurent, pour ton expression, pour ces expériences que tu nous as partagées. Et je prends plaisir aussi quand la poésie s'associe à la science. Et c'est vraiment cela qui nous anime. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Baptiste Narcy, qui a aussi une lourde tâche, celle d'animer ce colloque tout au long de la journée. Donc, place à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Effectivement, c'est moi qui ai la lourde tâche d'animer cette journée consacrée à la haie. Je suis Jean-Baptiste Narcy. J'appartiens à un cabinet de conseil en environnement qui s'appelle ASCA, qui est une petite entreprise de 7 salariés qui appartient d'ailleurs à ses salariés. Voilà, je pense que j'en dirai pas plus sur moi. Je vais plutôt vous présenter le programme de la journée qui, ça a été déjà dit, mais j'y insiste, est très lourd, très, disons, dense plutôt, pour employer un mot plus positif. On va commencer par une séquence qui va comporter en fait 3 exposés introductifs. Le but de cette séquence, c'est vraiment de poser les enjeux de la haie. Nos 2 sénateurs ont déjà commencé à le faire. On a vu comment c'était un objet multifacette. On peut parler aussi bien de Verlaine que d'enjeux extrêmement techniques de gestion, de stockage du carbone, etc. Ces 3 premiers exposés, ils ne vont pas pouvoir faire le tour de la question, évidemment, mais ils vont essayer de poser en quoi la haie est aujourd'hui, plus que jamais, un objet à la fois important et préoccupant. Quelles sont les questions qui se posent si l'on veut faire avancer la cause de la haie aujourd'hui, à la fois sur les plans techniques, scientifiques, mais aussi sur les plans politiques. Voilà, ça sera déjà la première séquence. Alors, comme le temps nous est très compté, il n'y aura pas de séquence, il n'y aura pas de moment de questions à la suite de ces 3 exposés. On enchaînera directement sur la première table ronde. Donc ça ne veut pas dire que vous serez condamné à garder vos questions pour vous. À la fin de la première table ronde, il y aura un temps de questions, comme à la fin de chaque table ronde. Vous pourrez à ce moment-là peut-être poser des questions qui vous brûleraient les lèvres aux intervenants de la séquence introductive. Et puis surtout, je ne sais pas si les 3 intervenants, mais j'espère que oui, sinon on les gardera en otage, resteront à manger ce midi et vous pourrez aussi aller discuter avec eux. Il y aura 1h30 de pause déjeuner, donc ça laisse du temps pour discuter. Alors, les tables rondes en question qui vont jalonner ensuite la journée, il y en a 4.
Et elles essayent en fait chacune d'aborder les questions et les enjeux qui auront été posés en séance introductive par une facette. La première facette, la première table ronde, c'est la place de la haie dans l'exploitation agricole. Voilà, parce qu'évidemment, c'est par là qu'il faut commencer, puisque les gestionnaires directs de la haie, ce sont les agriculteurs. La deuxième table ronde essaiera d'échanger autour des bénéfices qu'apporte la haie, qu'est-ce que c'est, en quoi c'est important que la haie soit dans un bon état écologique et quelles sont les conditions de sa gestion pour que ça soit le cas. Ça sera le sujet de la deuxième table ronde. Ensuite, nous irons manger. Et on démarrera l'après-midi sur la question des filières, en fait. Comment consolider, comment construire, comment organiser la construction de filières biomasse qui soient à la fois durables, locales et en même temps viables. Et enfin, on terminera fort logiquement par une dernière table ronde qui portera sur les perspectives politiques ou les dynamiques politiques à l'œuvre aujourd'hui autour du sujet, de façon à se quitter, je l'espère en tout cas, avec un élan pour agir et dans un certain optimisme lucide, on va dire. Voilà. Alors, quand on a organisé ce colloque, on a souhaité que ces tables rondes soient des vraies tables rondes. Parce que très souvent, on a des événements où il y a marqué table ronde, et puis en fait, on a une litanie d'exposés PowerPoint. Et ce n'est pas une table ronde, c'est une série d'exposés. Alors là, on va essayer vraiment de faire des tables rondes. Elles vont toutes se passer selon le même format. Il y aura d'abord un exposé introductif de la table ronde qui posera la problématique de cette table ronde. Donc là, pour le coup, ça sera un exposé un petit peu formel avec, le cas échéant, un PowerPoint pour soutenir les propos de l'intervenant. Et ensuite, on aura des prises de parole justement beaucoup plus informelles, beaucoup plus fluides, au sein d'une table ronde. Alors, on n'a pas de table, mais on a un rond, à peu près. Donc, il y aura en fait entre 8 et 11 intervenants à chaque table ronde, si j'ai bien compté. Enfin, il n'y en aura que 4 à la dernière. Donc, on n'a pas assez de place ici, mais ça tombe finalement pas mal. On va mettre un certain nombre d'intervenants ici. J'appellerai à chaque fois à la tribune, en début de table ronde, les gens concernés. Et puis, on a essayé de réserver ce rang-là. Et on voulait réserver aussi celui-là. Donc, il y aura peut-être un petit jeu de chaises musicales au début, notamment en début d'après-midi. Je crois que c'est la table ronde où ils sont plus nombreux. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester où vous êtes. Voilà, donc écoutez, si vous êtes partant, je suppose que vous l'êtes, on va se lancer tout de suite sur les exposés introductifs. Donc je vais appeler les 3 personnes en fait qui vont les enchaîner pour qu'elles viennent tout de suite s'installer ici à la tribune. Donc il y a Daniel Delahaye, Catherine Dementière et Frédéric Jobert. Je vous en prie, prenez place. Je crois que c'est Daniel Delahaye qui va ouvrir le feu. Donc Daniel Delahaye, vous êtes enseignant-chercheur en géographie et en géomorphologie à l'Université de Caen. Et si on m'a bien informé, vous êtes là pour nous mettre en perspective la haie dans une perspective historique, à la fois en tant qu'objet agricole, mais aussi en tant qu'objet pourvoyeur de services au-delà des besoins agricoles. Je vous en prie, c'est à vous. Voilà, alors je vais être impitoyable sur le temps. Vous avez, je crois, une dizaine de minutes. Monsieur Salmon. Moi, j'essaie de ne pas être impitoyable et de ne pas faire perdre trop de temps. Simplement, j'ai oublié une petite chose. Il y a vraiment une grosse affluence sur ce colloque. Et je voulais saluer également tous les gens, toutes les personnes qui sont en visioconférence. Ils sont plusieurs centaines à assister également à ce colloque. Donc, bonjour à toutes et à tous qui nous regardez. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour à toutes et tous. Donc, une petite présentation ou une introduction, mais rapide, en 10 minutes, je n'ai pas le temps de dire énormément de choses, mais intervention que j'avais intitulée donc, la gestion du bocage, la fin d'un paradoxe. Point d'interrogation. Mais ça aurait pu être aussi l'histoire d'une schizophrénie, en fait. Donc, il y a une direction à... Ah, le pointeur ne marche pas, c'est ça c'est pour faire défiler. Ah, c'est là. Donc, oui, histoire d'un paradoxe ou d'une schizophrénie, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que les haies ont beaucoup d'atouts et qu'ils sont des objets un peu originaux dans nos campagnes, qui mêlent à la fois des fonctions écologiques, des fonctions économiques, et puis des fonctions culturelles ou de cadre de vie, et que tout cela est très vertueux, et que ça fonctionne dans un système un peu complexe qui associe
je dirais aussi bon nombre d'acteurs et d'intervenants. Donc c'est vraiment une sorte de fil rouge très intéressant du paysage et qui présente beaucoup d'atouts. Et pourtant, malgré tous ces atouts, on continue à largement les dégrader. Donc c'est un peu là que se situe le paradoxe. Alors, je vais dans les fonctions qui sont remplies, vous les connaissez, donc je ne vais pas revenir sur toutes. Je vais surtout parler d'une dans un premier temps, c'est la fonction hydrologique, puisque c'est celle que je connais le mieux, celle sur laquelle je travaille. Donc, alors vous voyez la première carte ici, on voit que le bocage, c'est un phénomène Grand Ouest, mais c'est aussi un phénomène, je dirais, c'est la France imperméable et la France de l'élevage. Donc c'est les massifs anciens et puis c'est plutôt des paysages d'élevage. Et la fonction hydrologique, elle est absolument fondamentale, puisque le cloisonnement de ces espaces, de ces versants, évite que l'eau ne transite sur ces versants et n'aille des parcelles agricoles contaminer les cours d'eau ou tout autre point sur lequel atterrissent les sédiments. Donc ce n'est pas une fonction de confort, c'est-à-dire que c'est absolument primordial pour ces espaces qui sont des espaces imperméables où l'eau ne s'infiltre pas, où il n'y a pas de nappe, où il n'y a pas de stockage. Donc l'eau, elle circule. Et donc, pour l'empêcher de trop circuler, et puis la conserver, c'est un débat important aujourd'hui, cette conservation de cette eau, un des meilleurs moyens, c'est justement d'avoir des bocages, mais pas n'importe quel bocage. Il faut des bocages hermétiques, avec des entrées de champs qui ne sont pas n'importe où, et puis des haies qui sont connectées. Donc, ça veut dire un bocage qui est efficace pour avoir cette gestion hydraulique. Alors, là, c'est le constat de l'actuel. Et si on essaie de se projeter dans le futur, alors j'ai pris quelques données sur la Normandie, région sur laquelle je travaille le plus, et puis en plus, on a eu, je dirais, pompeusement créé un GIEC normand, donc qui a travaillé spécifiquement sur les projections à 2070-2100 sur la région Normandie, et qui montre clairement que, d'une part, on a un réchauffement, évidemment, qui, dans le cas du scénario le plus pessimiste, pourra atteindre 3,5-4 degrés, donc ce qui est extrêmement important, et surtout un enchaînement des nombres de jours de chaleur, donc supérieur à 25 ou supérieur à 30 degrés. Et on le voit donc notamment sur la partie continentale de la Normandie, où là on pourrait passer d'une quinzaine de jours qui présentent ces caractéristiques à plus de 50 jours. Donc c'est vraiment un changement très important du climat et qui va avoir des conséquences évidemment sur l'agriculture, sur l'élevage, j'y reviendrai. Et puis la pluie, la même chose. Alors les modèles sont un peu plus incertains sur cette variable, mais néanmoins on se rend compte qu'on n'aura pas une grande variabilité du total de pluie à l'échelle normande. Par contre, on va avoir une saisonnalité qui va se renforcer, avec beaucoup plus de pluie l'hiver et des sécheresses qui vont s'affirmer en période estivale. Donc il est clair que la haie, qui est déjà un outil extrêmement intéressant, va le devenir encore plus. Et de son passé un peu désuet de l'agriculture, un peu à papa, que l'on a détruit allègrement, on se rend compte que ça va être un outil très moderne pour gérer ce type d'évolution du climat. Alors, je passe, pas sur l'ensemble, mais renforcement de ce rôle hydrologique dont je vous parlais tout de suite, renforcement également du rôle en matière de séquestration du carbone, qui va être un rôle extrêmement important, rôle également très important sur la partie climatique, donc sur les effets microclimatiques. Et puis des aspects dont on parle peut-être moins, c'est la question du bien-être animal, c'est-à-dire que quand on a des bovins qui, au-delà de 20 degrés, 22 degrés, sont en inconfort dans les bâtiments agricoles, il va falloir les sortir, les mettre à l'ombre et leur permettre de supporter ces jours de chaleur. Donc, très concrètement, on a là un puissant outil d'atténuation et voire même de réduction du changement climatique. Et donc, il ne faut pas hésiter à en user, à en abuser. Alors, paradoxe, c'est que tout en sachant cela, aujourd'hui, on a encore une évolution, une régression du bocage qui est extrêmement importante. Alors, je ne cite pas les chiffres du rapport global qui est sorti récemment. Je prends quelques exemples ici sur des départements. Si on prend le département de la Manche, qui reste le département le plus bocagé, c'est la ligne bleue, on voit qu'on perd 1200 km quasiment par an. Et si de manière très naïve, je poursuivais la droite avec la même pente qu'elle a aujourd'hui, ça veut dire qu'en 2050, il n'y a plus de haies. Donc dans le département le plus bocagé. Donc il y a un vrai enjeu là à conserver ces haies. Alors
Il y a disparition, mais surtout, il y a obsolescence, c'est-à-dire qu'on a certes encore des bocages, mais qui sont bien souvent en mauvais état, donc qui ont été dégradés, donc les connexions sont faibles, donc ce qui fait que pour la biodiversité, le service rendu est assez maigre. On voit des qui sont traversés par le bétail, donc il n'y a évidemment plus de talus, mais plus d'ourlets, plus de haies au sens complet du terme, avec toutes les fonctions qu'elle peut remplir. Et puis une autre question qui se pose aujourd'hui, c'est la haie des bords de route. Alors nous, on a un enjeu, je suppose qu'il y a plein de départements et plein de régions qui l'ont aussi, c'est l'enjeu de la fibre. Donc l'installation de la fibre, ça a ravagé bon nombre de bocages. Je prends l'exemple du département de l'Orne, par exemple. Donc ça régresse et c'est en mauvais état, donc évidemment, il y a plein de choses à faire. Alors quels sont les moteurs de tout cela? Alors il y en a un qui est bien connu, qui est l'histoire de l'agriculture, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Disons, je dirais même les 30 dernières années, entre 1970 et 2000, c'est là où ça s'est vraiment accéléré. Et là, on a eu un débocagement extrêmement important sous l'effet d'opérations foncières qui étaient destinées à cela. Et aujourd'hui, ça continue. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on le voit moins, c'est moins sensible. C'est cette sorte de guerre foncière qui se mène dans les espaces ruraux, où il y a plein de gens qui partent en retraite sans repreneur. Et donc, dans cette quête qui est toujours la même, c'est-à-dire que le salut passe par l'agrandissement, eh bien, il y a vraiment des exploitations qui se développent très, très vite. Et c'est extrêmement rapide. Une thèse qui a montré qu'en moins de 10 ans, il y a 40% des terres sur le bocage autour de Vire, par exemple, qui a changé de main. Et que de toutes ces terres qui ont été libérées, 60% sont allés vers les 10% des exploitations déjà les plus grandes, quoi. Donc, c'est une concentration foncière qui s'accompagne de restructuration du parcellaire qui s'agrandit et d'arrachage de haies, évidemment. Donc, la période de transfert du foncier, c'est une période charnière pour, je dirais, le moment où on a un arasement des haies. Alors, ça, c'est les grandes causes qui sont un peu uniformes, c'est-à-dire qu'on les rencontre un peu partout. Mais à côté de cela, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais insister pour plaider, sur la diversité aussi des bocages, c'est-à-dire qu'il y a des grandes causes, mais localement sur le terrain, il y a une variété des effets. Alors ici, un exemple, au contact entre une pleine grande culture et puis un bocage. Donc à gauche, vous avez la situation au début des années 70 et puis la situation actuelle. On voit que le modèle de plaine gagne du terrain sous forme d'un front qui se développe, mais aussi d'émitage. D'émitage, c'est-à-dire des fermes qui sont reprises ponctuellement. Et c'est cet assemblage-là qui construit le paysage aujourd'hui. Ce qui veut dire que dans ma réflexion tout de suite sur les grandes fermes s'agrandissent, ça veut dire aujourd'hui qu'un individu, dans un bassin versant ou dans une commune, à lui seul, il peut changer de manière très importante la physionomie du paysage, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Et puis aussi des espaces qui ont des trajectoires différentes. Ici, 2 bassins versants, je ne cite même pas le lieu, ce n'est pas ça le plus important. C'est 2 bassins qui avaient une physionomie, une agriculture, à une taille de parcellaire à peu près équivalente au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et puis là, 2 trajectoires totalement différentes. On est dans des contextes pédoclimatiques à peu près équivalents. Donc, voilà, il y a aussi toute une histoire locale qui ne mêle pas que l'agriculture. C'est-à-dire que ça peut être aussi l'apparition d'un tissu industriel important ou de quelques grands employeurs qui vident les campagnes et qui vont motiver une sorte de plutôt développement de double actif. Et on a une agriculture voilà, qui évolue moins que dans certains endroits où on a eu voilà, une croissance, une évolution extrêmement importante. Donc, je plaide vraiment pour l'intégration de cette variété des paysages, ce que vous pourrez appeler des terroirs paysagers, dans l'approche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des recettes qu'on va promener partout. Il faut intégrer cette variété des paysages pour avoir une réponse raisonnée et que les agriculteurs puissent adhérer, puisque ça correspond aussi à leur culture. Je terminerai, parce que je sens les signes. Donc, je terminerai juste sur cette diapositive avec toutes les questions qui restent posées. C'est la question associée au changement climatique. Voilà, vous avez un petit graphique qui vous montre ici, c'est sur l'île-et-Vilaine, l'histoire de la mortalité des jeunes plantations en fonction du nombre de jours de chaleur sur quasiment une dizaine d'années. On voit qu'il y a une très, très
belle corrélation. Donc la question déjà du changement climatique, elle est très importante sur les jeunes haies qu'on vient de planter. Et puis, quelques réflexions dans le cadre du GIEC qui montrent, là encore, qu'il faut avoir des réponses adaptées au territoire et même en termes de cortège ou d'espèces que l'on va planter, il faut, je dirais, adapter les choses aux contextes locaux pour que ça puisse réussir. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on a déjà appris plein de choses. Merci, vous pouvez rasseoir. On a déjà appris plein de choses en 10 minutes, bien tassé les 10 minutes, mais merci quand même d'avoir globalement respecté le temps. J'appelle maintenant Catherine de Mentière. Donc vous êtes ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Et surtout, vous êtes co-autrice d'un rapport récent du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, le CGAAER, qui porte sur la haie, levier de la planification écologique. Donc vous allez nous faire le point en 10 minutes, là encore, sur la situation actuelle des haies dans les politiques publiques qui portent sur cet objet. C'est à vous. Merci. Donc, je me ferai le porte-parole aujourd'hui des 4 co-rédacteurs de ce rapport qui a été demandé par le ministre de l'Agriculture, puisqu'on est missionné sur des demandes express venant de ce dernier. Donc, c'est un sujet. Alors, c'est cette manette-là. C'est vers le bas. Ah, c'est ça, vers le bas. Voilà. Donc, rapidement, mais je ne reviendrai pas parce que ça a été déjà exprimé sur les différents services écosystémiques qu'apportent les haies, de l'aspect eau, sol, épuration, biodiversité, brise-vent, cadre de vie, ressources en bois et label carbone. C'est des services qui sont à la fois valables pour la collectivité dans l'intérêt général, mais également pour certains, pour les agriculteurs à titre individuel. Donc, quand on parle de haies, on parle bien sûr des haies en général. Il ne faut pas focaliser les haies, ce n'est pas que le monde agricole. Nous, c'est vrai qu'on a eu un prisme un peu plus spécifique sur ce domaine-là, puisqu'on était dans ce contexte de commande du ministre. Mais le constat global est préoccupant puisque 70% des haies ont disparu du bocage français depuis 1950. Nous avons essayé de donner des éléments, mais les éléments chiffrés sont assez inexistants dans le domaine pour de multiples raisons. Les données de l'IGN commencent à dater. Les ABD Topo n'est pas actualisé depuis des dizaines d'années maintenant. Le registre parcellaire graphique est souvent incomplet, voire inexact. Et donc, par des simulations, on peut éventuellement donc mentionner que le rythme de disparition des haies a doublé sur la période 2017-2021 par rapport à la période précédente 2006-2017. Donc, c'est assez préoccupant. Comme l'a également été mentionné, donc une grande hétérogénéité selon le territoire, du jaune qui montre un linéaire très faible jusqu'aux marines qui montrent un linéaire plus dense. Et donc cette haie, par rapport au monde agricole, il est de plus en plus négligé, voire rejeté, tel qu'on nous l'a présenté. C'est une perte de valeur économique pour les agriculteurs qui n'existait pas du temps où on avait des systèmes plus semi-autarciques, où on retrouvait une source d'alimentation, de protection des animaux, voire de ressources en bois. C'est un manque de temps aussi. Le rythme a changé et on n'a plus le temps de soigner les haies comme précédemment. Une perte de savoir-faire qui ne s'est pas transmise de génération en génération. Des perceptions différentes d'ordre psychologique ou sociologique, et puis ce sentiment de menace de la réglementation environnementale sur le monde agricole dont on parle en ce moment. Donc on se dit, mais il y a quand même eu des mesures qui ont été prises pour protéger ces haies, notamment au travers des bonnes conditions agricoles et environnementales. Or, il y a quand même des trous. Là, le graphique qui vous est
proposé, qui montre un inventaire exhaustif sur le département d'Ille-et-Vilaine, montrerait qu'en quantifiant la protection théorique sur le département, ne serait effective que sur 57% des haies. Et encore avec donc des bémols, puisque donc les arbres d'alignement ne sont pas protégés, d'après les définitions, que, donc on l'a déjà dit, le registre parcellaire graphique est assez incomplet, qu'il y a eu beaucoup d'arrachages de précautions, puisque quand on a commencé par la politique agricole commune de 2013 à vouloir protéger les haies et que tout exploitant demandant une haie devait s'engager à maintenir les haies, ben là on a vu, avant la mise en œuvre de cette PAC, un phénomène d'arrachage important. Qu'il y a des déplacements de haies qui introduisent une certaine souplesse, mais qui ne sont pas toujours accompagnés de replantation, le conseil qui n'est pas toujours suffisant, le système déclaratif et le faible taux de contrôle, puisque, indépendamment de haies, les bénéficiaires des aides surfaciques sont contrôlés seulement à hauteur de 1%, et encore s'ils ont des haies. Donc, malgré tout, la haie avait fait l'objet de nombreuses politiques, les collectivités territoriales, les cris d'alerte donnés par les associations pionnières et dynamiques dans le domaine, un plan de développement de l'agroforesterie, donc il faut signaler quand même le début donc, de prise de conscience, et puis d'autres dispositifs tels que les certifications environnementales, le bonus haie dans le nouvel éco-régime de la PAC, ou encore le plan de relance qui venait apporter des éléments très concrets et très positifs. Donc nous, dans notre principe, on doit faire des recommandations au ministre au travers de nos rapports. Donc je vous les présenterai très rapidement et très résumés, l'ensemble du rapport étant disponible sur Internet, donc vous pourrez en prendre connaissance. Donc, c'est une recommandation sur la connaissance. Comme je vous le disais, on arrive mal à appréhender l'évolution de ce linéaire de haies. Et donc, il y a des méthodes qui ont été mises en place grâce aux avancées de la recherche qu'il faut absolument se saisir, où on sort du cadre un peu global de suivi des images photographique, et donc on peut avoir des simulations bien plus exactes, et il faudrait mener le chantier à terme. Recommandations sur la protection et la gestion des haies existantes. Donc je reprends des propos des sénateurs précédemment. On insiste beaucoup dans le rapport, il faut d'abord bien gérer les haies existantes avant même d'imaginer donc de planter des nouvelles. Et donc, pour ça, deux pistes, soutenir le déploiement des plans simples de gestion durable des haies. On ferait un peu le parallèle, nous, on est certains d'origine forestière, où il y a le plan simple de gestion pour les forêts. Il pourrait y avoir vraiment cette prise en compte de plans simples de gestion durable des haies qui servent à la fois d'un outil pédagogique pour bien connaître ce qu'on a, de sécurisation des réglementations, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, on a dit à tout le monde ce qu'on allait faire et on ne revient pas tout le temps dessus pour un titre ou un autre. Et donc, c'est aussi pour la durabilité de la biomasse bouillocagère. Et puis, autre piste, donc de simplifier la nouvelle BCAE 8 et donc d'introduire, peut-être via ce plan, des simplifications et d'améliorer les contrôles. Sous recommandation sur le fait d'inciter davantage les agriculteurs à maintenir et à gérer durablement leurs haies, dans cette logique de haies existantes. Donc pour ça, subventionner ces plans de gestion. Certaines régions le font déjà largement à hauteur de 80%. Comme en Normandie, faire évoluer le bonus haies pour qu'on ait des moyens pour entretenir ces haies et que ça ne soit plus seulement un coût net, voilà. Et puis examiner éventuellement l'extension de crédits d'impôt. Là aussi, en matière forestière, il existe le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement, le défi travaux, qui pourrait avoir une transposition dans ce domaine-là.
on a quand même beaucoup de similitudes entre le haie, domaine forestier et haie, et c'est vrai qu'on a deux mondes qui se parlent peu. Bon, des recommandations sur les références techniques. Je passerai rapidement. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il faut les poursuivre et les creuser. Des recommandations sur la formation, où là aussi, il faut inculquer une formation à la fois initiale au niveau des établissements d'enseignement et également une formation pour qu'il y ait un bon conseil en matière de gestion. Et ça, c'est aussi indispensable vis-à-vis du secteur. Sur la gouvernance, on avait préconisé une charte en faveur de la haie qui s'est transformée en pacte haie, voilà, et qui aura certainement une suite, et aussi une concertation où on insiste vraiment sur la nécessité d'un partenariat de travail avec les collectivités au plus proche du terrain, parce que c'est vraiment là qu'ont lieu les initiatives et l'action concrète. Donc, en conclusion, voilà, la haie bien gérée, c'est le thème du colloque, pour nous, est une vraie réponse aux défis agricoles et climatiques et à l'effondrement de la biodiversité, que ça répond très directement à l'engagement de planter encore des milliards d'arbres d'ici 2030 et que c'est un trait d'union entre les politiques territoriales et la stratégie nationale sur la planification écologique. Merci beaucoup.